Mesdames et messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue au CUM. Je souhaite la bienvenue à nos deux invités, Bruno de Sessol et Philippe Bilger. Nos invités sont ravis d'être ici aujourd'hui avec vous pour la poursuite de ce cycle terrorisme et nihilisme. Il va être question aujourd'hui du traitement judiciaire du terrorisme à un moment, vous savez, où se tiennent le procès pour les attentats qui ont endeuillé la France. Donc je ne vais pas parler plus longtemps parce que vous devez avoir hâte de les entendre. Au nom de Christian Estrosi, le maire de Nice, je suis ravie que vous soyez là. Je vous remercie d'être là. Je souhaite la bienvenue à nos invités et je vous souhaite une très bonne conférence. Le cycle de conférences qui avait été entamé il y a maintenant, avant la Covid, il y a presque 2 ans, c'est un cycle très intermittent. Et donc je le reprends après une interruption de presque 1 an et demi. Et je suis heureux d'accueillir à cette occasion Philippe Bilger, qui est trop connu pour que j'ai besoin de le présenter. Vous pouvez continuer. Bon, je dirais que Philippe Bilger est magistrat honoraire. Il a été très longtemps avocat général. Il est également écrivain. Il est aussi chroniqueur. Et vous avez eu sûrement l'occasion de l'entendre sur CNews, de l'entendre sur Sud Radio et sur d'autres chaînes de télévision ou de radio. C'est aussi, et c'est important de le dire, un citoyen, et ça c'est important, et il a également créé un institut de la parole où il enseigne ce que c'est que l'art oratoire et l'art de la persuasion. Alors, comme vous le savez, nous sommes à la fin du procès des attentats du 13 novembre 2015. Ce procès a commencé en septembre 2021 et il va s'achever dans quelques jours, le 25 mai. Après 140 jours d'audience, il aura mobilisé 5 magistrats professionnels, 3 avocats généraux, 330 avocats de la partie civile et de la défense, et 1 millier de journalistes. Le dossier d'instruction représente 1 million de pages en 542 tomes. Et le coût de ce procès, selon le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, est évalué à 10 millions d'euros. Tous ces chiffres sont évidemment très impressionnants. Philippe Bilger, quel est votre regard à la fois d'anciens magistrats et de citoyens sur ce procès qui est exceptionnel dans les annales judiciaires à tous égards? Avant de vous répondre, mon cher Bruno, je voudrais préciser à nos auditeurs, à nos amis, ma situation actuelle. J'ai quitté la magistrature en 2011 et je n'ai pas la prétention de tout savoir sur la réalité judiciaire, qu'elle soit ordinaire ou terroriste. Ce qui est vrai, et Bruno vient de le dire, c'est que je continue à m'intéresser en tant que citoyen au fonctionnement de la justice, à la politique pénale et plus globalement à la politique, puisque ces derniers temps nous ont plongé dans des effervescences considérables. C'est pour vous dire aussi que je vais répondre bien sûr à cette question Bruno comme aux suivantes, avec une totale liberté, mais une totale subjectivité. Je ne vais pas prétendre vous offrir une vérité scientifique sur le terrorisme, pas du tout. Je le répète, depuis 2011, je ne suis plus dans ce chaudron judiciaire qui m'a passionné durant plus de 20 ans à la cour d'assises, mais ça ne veut pas dire que je suis indifférent à tout ça. Donc, ayez bien dans la tête que je n'ai surtout pas la présomption d'offrir des réponses qui seraient revêtues d'un label scientifique. Mon ignorance est certaine et le miracle est que durant 40 ans de magistrature, alors que j'ai toujours détesté le droit, clairement, et j'ai pu aborder 2 justices de luxe, la liberté d'expression et la cour d'assises, par le biais littéraire. Et donc c'est un miracle, durant 40 ans, j'ai pu dissimuler mes lacunes. J'espère qu'à 18h, elles n'apparaîtront pas de manière éclatante. Mais je réponds à Bruno. J'ai toujours considéré
que le procès dont il vient de rappeler l'intensité, l'ampleur, les statistiques, le coût, il m'a semblé d'emblée aberrant de mettre en œuvre pour une catégorie criminelle que je trouve totalement singulière, un procès d'une telle ampleur, comme s'il était nécessaire de faire bénéficier un homme qui a le droit d'être jugé, bien sûr, et dans des règles les plus correctes possibles, mais de faire bénéficier cet homme dont la criminalité est très, très particulière. C'est là où je veux en venir. Pour moi, il y a la criminalité ordinaire, la délinquance ordinaire, ça ne veut pas dire qu'elles sont supportables pour le citoyen. Et puis, je dirais, il y a le terrorisme islamiste dont je continue à penser, malgré les contradictions qui me sont apportées, qu'il représente une catégorie criminelle totalement à part, dans la mesure où, contrairement aux criminels que j'ai pu connaître dans ma vie judiciaire, la particularité de la criminalité islamiste, c'est que lorsqu'elle est vivante, lorsqu'elle ne s'est pas massacrée elle-même après avoir tué beaucoup de gens, eh bien, elle arrive devant un juge d'instruction et elle est mise en examen et elle profite des garanties qu'on lui donne. Elle dit « j'ai compris, je ne recommencerai pas », alors que profondément on sait qu'elle n'a qu'une envie, et en général elle ne le cache pas, c'est de renouveler. À peine est-elle sortie, elle veut renouveler des agissements criminels parce que tout simplement c'est la fonction de sa vie. Et c'est en ce sens-là que je trouve que c'est une véritable déperdition, un gâchis, que de consacrer tant de temps, tant d'argent, tant d'énergie, tant d'intensité intellectuelle, avec, je ne sais pas Bruno si on pourra y revenir, le rôle discutable de certaines parties au procès, parfois de quelques avocats, qui font dans une sorte de snobisme de la compréhension, comme s'il fallait à toute force se pencher avec dilection sur le sort de cet accusé. Donc, vous voyez, je trouve que tout ça, c'est une justice qui fait preuve d'une totale déperdition. Tant de mois pour tout ça, on aurait pu imaginer, mais c'est trop tard, on ne le fera plus, bien sûr, pour des procès de ce type très particulier, des procédures non pas expéditives, hein, bien sûr, entendons-nous bien. L'état de droit peut exister même quand il est simplifié, mais évidemment qui ne font pas prendre conscience aux citoyens de l'inutilité de certains débats quand on voit la justice ordinaire traitée comme elle l'est aujourd'hui. Très bien. Ce que vous venez de dire, Philippe Bilger, amène forcément une question. Puisque d'après vous, c'est une sorte de déperdition de moyens juridiques qu'un procès comme celui-là, comment expliquer qu'un procès terroriste soit jugé par des magistrats professionnels alors qu'un procès criminel qui a lieu devant un tribunal correctionnel est jugé par des jurés? Comment expliquez-vous cette différence? Est-ce que les magistrats professionnels sont réputés avoir un jugement plus sain ou plus rationnel que celui des jurés issus de la société civile? Eh bien, Bruno, ça n'est pas moi qui vais vous dire que moi qui, je le répète, ai été plus de 20 ans à la cour d'assises et qui était un défenseur farouche du jury populaire, je ne vais pas soutenir, évidemment, que les magistrats professionnels sont par nature plus lucides, plus pertinents, plus sévères que les jurés classiques, mais sous le contrôle de tous ceux qui en savent probablement dans ce domaine beaucoup plus long que moi, et notamment vous, Bruno. Il y a eu, rappelez-vous, il y a des années, les procès d'action directe, avec les menaces directes qui étaient proférées sur les jurés, et c'est à partir de là qu'on a décidé, dans ces procès un peu spéciaux, entre guillemets, de supprimer les jurés en pensant que les magistrats étaient moins sensibles
évidemment à l'angoisse, à la menace, à la peur. Et ça, je le crois, et je ne jette absolument pas la pierre judiciaire aux jurés qui ont eu peur, parce qu'évidemment, qui peut penser? C'était déjà vrai à l'époque. Alors imaginez aujourd'hui les menaces qui seraient proférées avec toutes les horreurs qui quotidiennement surgissent dans notre espace civique. Eh bien, il est évident qu'on aurait pu craindre que ces menaces se réalisent. Donc voilà la raison pour laquelle... Raison, ouais. Voilà. Ouais. Alors, remontons un petit peu en arrière. Les actes terroristes, effectivement, en France, se sont multipliés depuis les années 1980, et cette prolifération des actes terroristes a fait peut-être oublier à la population que des attentats existent depuis très très longtemps dans l'histoire de France. Au XIXe siècle, le régime de Louis-Philippe, la personne de Louis-Philippe, a fait l'objet de nombreux attentats. Napoléon III a fait l'objet également de multiples attentats. Au début du XXe siècle, il y a eu la grande vague des attentats anarchistes. Et ensuite, à une époque plus récente, après la guerre d'Algérie, au moment où l'OAS a émergé, il y a eu évidemment un certain nombre d'attentats. Le traitement judiciaire de ces actes criminels, qu'on n'appelait pas alors terroristes, a justifié l'existence de juridictions d'exception qui ont été extrêmement critiquées car on jugeait qu'elles étaient issues du droit de la guerre et qu'elles possédaient un caractère beaucoup plus politique que légaliste. Qu'en pensez-vous vous-même de ce... Merci Bruno par votre question qui démontre à quel point vous êtes très informé sur cette histoire, de me permettre en effet de confirmer votre point de vue. Je veux dire, je ne suis pas un historien du droit, mais il est évident que j'ai entendu parler en tant que passionné de l'histoire, justement, de tous ces épisodes tragiques qui ont endeuillé l'histoire de France, des menées anarchistes, et du fait que, durant toutes nos périodes, lorsqu'il y avait des événements tragiques qui portaient atteinte à l'État, au pouvoir, au roi, au président, eh bien, naturellement, le pouvoir pour se défendre était, d'une certaine manière, contraint d'introduire dans son droit ordinaire des données exceptionnelles. Et on l'a vu, vous l'avez rappelé, notamment, là, ça se rapproche de moi, parce que j'étais passionné à l'époque par les problèmes liés à l'Algérie, à De Gaulle, à l'OAS, bien sûr, à ces insurrections, et au traitement judiciaire que le général de Gaulle, qui n'avait pas franchement une haute estime pour l'univers judiciaire, tentait de mettre en œuvre. Alors rappelez-vous, il y a eu le tribunal militaire avec Canal, si je me souviens bien, et puis il y a eu la création de la Cour de sûreté de l'État, qui était une juridiction très particulière parce qu'elle était à la fois permanente, elle ne changeait pas, on n'avait pas besoin de la créer, mais elle avait une procédure exceptionnelle. C'est cette Cour de sûreté de l'État qui a notamment, rappelez-vous, condamné à mort Jouot et qui avait condamné Raoul Salan à la réclusion à perpétuité. Autrement dit, il a fallu l'insistance à l'époque de Georges Pompidou et du garde des Sceaux Jean Foyer pour dire qu'on ne pouvait pas condamner à mort Jouot alors qu'il était d'une certaine manière moins coupable que Raoul Salan. Et donc c'est comme cela que Jouot a été gracié. Je pensais, ces affaires judiciaires, cette Cour de sûreté de l'État, m'ont beaucoup passionné aussi parce que j'étais naturellement, en tant que jeune homme, c'est peut-être trop dire, en tout cas pas encore le crépusculaire que je suis aujourd'hui, tout à fait attiré par le verbe, la qualité du discours, le talent extraordinaire de certains avocats, qu'ils soient de gauche, d'extrême gauche
ou d'extrême droite ou de droite. Rappelez-vous Tixier-Vignancourt, Le Corollaire. Ce que j'ai lu je le dis, lu de plus beau sur le plan d'une plaidoirie politique, c'est tout de même la plaidoirie de Tixier-Vignancourt pour Raoul Salan. Si vous le permettez, une anecdote, je suis navré, Bruno, de tomber dans les errements, là aussi, du crépuscule, mais quand j'ai écrit un livre sur Robert Brasillac, j'ai raconté une anecdote qui, dès que Salan est arrêté, pardonnez-moi, oui, c'est dans le livre sur Brasillac, Salan est arrêté, il est en prison, et son premier choix, c'est d'opter pour Jacques Izorni, qui a été l'avocat de Brasillac. Et la nuit portant conseil, le lendemain matin, Raoul Salan dit à Izorni, écoutez maître, j'ai changé d'avis, je vais choisir Tixier-Vignancourt. Avec vous, j'aurai une très belle plaidoirie, mais avec Tixier-Vignancourt, je serai sauvé. Il était persuadé que Tixier-Vignancourt lui éviterait la peine de mort, et il avait raison. Et donc, vous voyez, tout ce qu'a dit Bruno dans sa question est exact. Ça n'est pas d'aujourd'hui, ça n'est pas depuis les années 80 que, en réalité, l'administratif, le renseignement, le poids de l'État, l'autorité de celui-ci viennent s'insérer, s'immiscer dans le droit ordinaire, dans un état de droit classique. À chaque fois, au long de notre histoire, il y a eu les tentations et les immixtions, évidemment, d'un droit spécial qui s'est créé pour les besoins de la cause et qui est venu introduire des éléments d'exception dans un état de droit que les sulpiciens et les progressistes souhaitent permanent, intangible, quelle que soit la réalité de notre vie sociale et internationale. Et ça m'apparaît profondément comme une absurdité. Je vais finir cette réponse, mon cher Bruno. J'ai été très souvent en contradiction avec les intellectuels de gauche et avec même une grande partie de la magistrature. Je n'ai jamais considéré que l'état de droit classique était une arme qui n'était destinée qu'à protéger les transgresseurs. Pour moi, l'état de droit, c'est un état qui doit d'abord protéger la majorité des honnêtes gens par des droits et des garanties qui permettent légitimement à la société de se défendre et qui, évidemment, un état de droit, et je rejoins notre thème actuel, celui qu'a choisi Bruno, l'état de droit tel que je le conçois, il a non seulement le droit, mais le devoir de s'adapter à la réalité nationale et internationale qui veut l'affronter et qui veut éventuellement le détruire. Parce qu'imaginons que nous soyons restés avec ces derniers présidents de la République, avec un état de droit qui n'aurait jamais varié, qui serait demeuré le même, malgré les tragédies multiples sur lesquelles il est inutile de revenir. Rappelez-vous Samuel Paty, Bataclan et d'autres encore. Eh bien, la France aurait été gravement en péril. Elle l'est toujours, d'ailleurs. Mais au moins, notre démocratie tente de se défendre sans se renier. Et je termine là-dessus parce que probablement ça anticipera sur des questions de Bruno. En ce qui me concerne, je ne me pose jamais le point de savoir si ce que notre société va décider pour se défendre est légitime ou non. À tort ou à raison, je considère que nous sommes dans une démocratie peut-être imparfaite, sûrement imparfaite. Elle peut toujours être meilleure, mais qui valide par définition tout ce qu'elle va décréter, imposer dans le cadre de la défense
de son intégrité. Eh bien, ce que vous venez de dire, mon cher Philippe, me permet de me faire l'avocat du diable. Pardon, je suis navré. La première loi antiterroriste a été votée le 9 septembre 1986, après les attentats commis à Paris et commandités par l'Iran. La dernière en date des lois antiterroristes a été votée en 2020, après l'assassinat du professeur Samuel Paty. Entre ces deux dates, on a assisté à un empilement de mesures antiterroristes, à peu près une vingtaine, qui ont à chaque fois fait entrer dans le droit commun des mesures relevant des régimes d'exception. Vous estimez que ces mesures d'exception sont légitimées par les circonstances qui ont été celles-ci, mais est-ce que vous ne trouvez pas, par exemple, que, alors je vais en citer un certain nombre, les règles de perquisition, l'interception des communications téléphoniques, l'état d'urgence, les assignations à résidence, la prolongation de la durée des gardes à vue, par exemple, est-ce que toutes ces mesures ne sont pas en train de rogner petit à petit l'espace des libertés fondamentales? Sûrement, Bruno, mais je n'ai jamais... c'est une question très importante et je vais tenter d'y répondre à la fois sincèrement, comme toujours, mais peut-être moins longuement. Je ne sais pas, je vous interromps, Philippe. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de mon ami François Sureau, avocat, oui, qui a écrit un livre récent justement sur l'amenuisement des libertés fondamentales en France. François Sureau est un grand avocat, quelqu'un que j'aime beaucoup. Je suis très admiratif de sa littérature et de son humanisme, mais je suis totalement séparé de lui sur sa vision des libertés. D'abord, il faut bien voir que le citoyen que je suis, même quand j'étais magistrat, on n'est jamais parvenu à créer un équilibre parfait dans notre démocratie judiciaire entre la sécurité et la liberté. J'ai été à une certaine époque condamné à rester 1 an de plus à Bobigny parce que j'avais en quelque sorte soutenu qu'on n'avait pas besoin d'un garde des Sceaux qui était Alain Perfit à l'époque, qui rogne nos libertés. Mais depuis, j'ai changé. Je veux dire par là qu'à partir du moment où on est à peu près sûr qu'on ne trouvera jamais une balance égale entre la sécurité de tous et la liberté de chacun, et s'il faut choisir, en ce qui me concerne, je le dis et je le répète, et ça n'est pas parce que, évidemment, je partage cette conviction qu'elle est juste, entendons-nous bien, mais que j'ai toujours été prêt à rogner un peu de ma liberté pour la sécurité de tous. Tout simplement parce que je n'ai pas peur du fait qu'on vienne vérifier la manière dont je gère ma propre liberté. C'est le premier point. On n'a jamais trouvé un équilibre parfait entre liberté et sécurité. C'est le premier point, Bruno, à la suite de votre question. Ensuite, j'admets bien volontiers que la France a ce péché mignon de croire qu'il vaut mieux multiplier les lois qu'être efficace. En réalité, la France croit que faire voter une loi, c'est accomplir une action. Absolument pas. Regardez à quel point, dès que notre société est confrontée à un problème grave, qu'il soit judiciaire, social, sanitaire ou autre, la première réponse qui vient à l'esprit public et au pouvoir, c'est de dire « il faut une loi ». Il faut une nouvelle loi. L'idée qu'une loi, non seulement est une action, mais ne représente pas au contraire une fuite en avant, eh bien, est une absurdité. Je le dis notamment sur le plan judiciaire. Il y a une série de comportements collectifs ou singuliers qui gênent les citoyens que vous êtes. On a parlé des squats des squatteurs, on a parlé
de la drogue dans les halls d'immeubles, on a parlé d'un certain nombre de choses. Eh bien, à chaque fois que tout à coup, il y a une indignation civique contre ces comportements transgressifs, qu'est-ce qu'on répond? Je le sais, puisque sur Sud Radio, tous les soirs, j'ai droit à ça et j'y participe. Ah, il y a des politiques qui proposent de faire de nouvelles lois plus sévères, alors qu'on n'applique même pas les lois existantes, que l'extrémisme pénal n'est jamais mis en œuvre. Donc la loi, c'est très juste, Bruno, en général déjà, c'est une fausse bonne idée. Alors en matière de terrorisme, la compilation de toutes les lois que vous avez évoquées, elle est en effet discutable, même si je ne connais pas objectivement dans le détail l'inventaire à faire, parce qu'il y a probablement dans ces lois quelques dispositions qui ont été nécessaires. Et j'insiste sur le point suivant. Pourquoi j'ai trouvé qu'à une certaine époque, François Hollande, il n'en a pas fait tellement qu'on puisse ne pas le créditer de celle-là, avait fait quelque chose de bien? Eh bien, c'est lorsqu'il avait veillé à ce qu'on intègre dans la législation ordinaire des dispositions contre le terrorisme qui étaient nécessaires dans ce corpus-là, puisqu'on savait malheureusement depuis longtemps maintenant que le terrorisme non seulement n'est pas éradiqué, mais qu'il va représenter pour nous tous une menace constante avec les criminels qui, sur la France ou ailleurs, sont prêts à saccager et à endeuiller notre pays. Donc, à partir du moment où on a la certitude que des dispositions exceptionnelles sont presque condamnées à devenir permanentes, eh bien, il est tout à fait légitime de les insérer dans notre législation ordinaire parce qu'on en aura besoin tout le temps. Et j'ose dire que, pour répondre directement à Bruno, qu'on est à l'heure actuelle dans une configuration où notre démocratie a fait tout ce qu'elle devait pour se défendre, mais il faut qu'elle prenne garde à ne pas aller au-delà. Parce que, au-delà, peut-être ne serait-on plus dans une démocratie à laquelle on tient. J'ai bien conscience que si on continue, on peut évidemment tomber dans un état purement policier et autoritaire, alors qu'aujourd'hui, j'ai la faiblesse de penser qu'on est encore dans une démocratie qui a enfin pris conscience, et même Macron, et pourtant Dieu sait que le régalien, c'est la plaie de son premier quinquennat, même Macron a pris conscience du fait qu'avec cette loi contre le séparatisme, qu'on ne pouvait plus négliger les choses qui font peur aux Français. Et que contrairement à ce que disait Dupond-Moretti, l'insécurité n'est pas un sentiment, c'est malheureusement une tragique réalité. Cher Philippe, je rebondis sur ce que vous avez dit. On a tous compris que vous préférez vous-même, en ce qui vous concerne, en tant que citoyen, voir votre liberté se réduire plutôt que de voir l'insécurité croître. Je me permettrai de vous citer cette phrase de Benjamin Franklin qui me semble intéressante. Benjamin Franklin disait « Ceux qui sacrifient la liberté à la sécurité n'obtiendront ni ne méritent ni l'une ni l'autre. » En d'autres termes, en nous obligeant à ce choix, plus de sécurité et moins de liberté, est-ce que le terrorisme n'a pas remporté une victoire symbolique plus importante que ses éphémères succès sur le terrain? Je ne crois pas, Bruno, et évidemment, je n'ai pas l'immodestie de contredire Benjamin Franklin, même s'il n'est plus là pour dire qu'il a raison. Mais je ne crois pas. Qu'est-ce que ça veut dire gagner contre le terrorisme? C'est faire en sorte qu'on ait des armes dont il ne se moque pas, qu'il ne tourne pas en dérision, qui ne manifeste pas notre faiblesse.
J'entends bien qu'une forme d'humanisme vigoureux est possible, mais je ne crois absolument pas à l'efficacité d'une lutte qui se contenterait de s'adapter au canon de l'humanisme classique, d'un état de droit respectant à la lettre le socle de celui-ci, à supposer qu'on puisse définir ce qu'est véritablement le terreau fondamental d'un état de droit. Mais je crois au contraire qu'il faut revenir sur une tradition française, et je suis en plein dans votre interrogation, Bruno, qui, à chaque fois que quelque chose est décidé de la part d'un pouvoir, et que parfois il a raison de le faire, eh bien, on a immédiatement deux réactions. La vôtre, par l'entremise de Benjamin Franklin et peut-être de François Sureau, évidemment, de dire, mais en nous défendant de cette manière, on fait plaisir aux terroristes, ce que je ne crois pas, mais bon, ça ne suffit pas que Bilger ne le croit pas pour que ce soit faux. Deuxième élément, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les analyses des lois de sécurité et d'autorité, et notamment à gauche. Dès qu'une disposition importante, essentielle est prise pour combattre contre les maux du présent, contre les dysfonctionnements d'aujourd'hui, contre les malheurs qui vous frappent, eh bien on entend des gens dire « Attention, mais qu'est-ce qu'elles deviendront demain, ces dispositions ? On risque de tomber dans un fascisme, dans une autorité. » Alors, évidemment, on peut être, comment dirais-je, un jour la proie de maîtres d'apprentis sorciers, de présidents indignes, d'un État autoritaire et policier, mais jusqu'à nouvel ordre, je n'ai aucune raison de douter de la validité pour le présent des dispositions qui sont prises pour lui, sans avoir à craindre pour demain. C'est une préoccupation constante. Alors, Bruno, encore une fois, je ne me moque pas du tout de ceux qui ont cette capacité que je n'ai pas de considérer que la liberté est un bien tellement fondamental, quelles que soient les circonstances, qu'il faut là jamais toucher d'un cheveu, d'un geste d'une loi à ce qu'elle représente dans son intégrité. J'admets bien volontiers que le caractère un peu abrupt et réactionnaire de mon propos peut être discuté, et d'ailleurs une idée est faite pour ça, hein. Une idée qu'on n'a pas le droit de discuter, autant dire faire autre chose. Hein. Mais donc, voilà Bruno, mes répliques infiniment modestes à Benjamin Franklin et à ces humanistes dont beaucoup sont très respectables et que je ne tourne pas en dérision. En revanche, si vous me le permettez, il y a des digressions, il y a des humanistes qui me tapent sur les nerfs. Je veux dire, François Sureau, je le respecte parce qu'il est dans une intégrité intellectuelle, judiciaire et politique absolue. En revanche, j'ai dans la tête des humanistes qui sont des privilégiés, qui sont prêts à vivre toutes les tragédies possibles et imaginables sur la peau des Français. Par exemple, je pense à quelqu'un, comment dire, c'est quelqu'un que je ne peux pas mépriser, évidemment. Il a du talent dans l'oralité. Vous avez deviné que je voulais parler de Bernard-Henri Lévy. Ces êtres-là, ils sont prêts à devenir toute leur vie humaniste sur notre peau. Vous comprenez ça, il faut accepter de le dénoncer. Alors, entre Sureau et BHL, ça n'est pas du tout pareil. Mais je voulais montrer qu'on a le droit de faire ses choix. Oui, la distinction entre ceux qui défendent véritablement une conception du droit et les professionnels de l'humanisme et de la compassion comme Bernard-Henri Lévy. Est-ce que vous ne croyez pas que l'honneur des démocraties, c'est d'assumer leurs propres faiblesses, notamment leurs faiblesses par rapport à l'ordre totalitaire ou terroriste qui les menace?
En ce sens, est-ce que le procès auquel nous assistons en ce moment, ce procès des attentats du 13 septembre, par la tribune extraordinaire qu'il offre aux terroristes, des terroristes qui refusent de reconnaître nos juridictions et nos règles de droit, est-ce que ça ne leur offrait pas finalement une tribune et un extraordinaire moyen de pouvoir illustrer, défendre et faire de la propagande pour leur propre idéologie? Sûrement, Bruno. Avant, si vous me le permettez, tout à l'heure, grâce à vous, on avait évoqué le problème des lois et on était tombé d'accord, me semble-t-il, sur le fait qu'elles sont le plus souvent inutiles, elles pallient une impuissance concrète. Et je ne voudrais pas abandonner au bord de notre rencontre une idée qui me tient à cœur, c'est-à-dire que ces lois multiples contre le terrorisme, je ne suis pas sûr qu'elles auraient été nécessaires si on avait eu le courage de faire en quelque sorte l'autopsie de tous les dysfonctionnements qui à chaque fois ont eu lieu et qui ont parfois, on n'a pas transmis des renseignements, une coordination a été mal faite, on n'a pas prévenu les autorités, on n'a pas prévenu un collègue, la police n'a pas prévenu la gendarmerie, la magistrature n'a pas été informée. À chaque fois dans les affaires ou des drames, rappelez-vous même le Bataclan, la manière dont les interventions sont faites, à chaque fois, plutôt que d'édicter une loi, on aurait pu prendre du temps pour vérifier à quel moment, dans le processus dévastateur, des gens n'ont pas fait correctement leur travail. Et ça, c'est évident, mais simplement pour ça, il faut avoir plus de courage, paradoxalement, que pour faire voter une loi, parce qu'une loi, il suffit d'avoir une majorité, et la République en marche n'a pas brillé par sa liberté d'esprit durant 5 ans, donc c'était très facile de faire voter une loi. J'insiste là-dessus parce que c'est très important. Plutôt que de faire voter des lois, et ça rejoint même un point de vue que j'ai sur le judiciaire, on n'est pas assez sévère avec les magistrats sur le plan de leur responsabilité. On ne cherche pas assez, quand un dysfonctionnement grave a touché le judiciaire, comment il s'est produit, qui en est responsable, et en tirer les conclusions sur le plan de la sanction. Alors maintenant que j'ai, retardé ma réponse, Bruno, vous avez totalement raison. Je pense que non seulement le procès avec lequel on a abordé notre rencontre est énorme, est massif, est trop massif, une véritable déperdition à tout point de vue, mais qu'il est clair que, paradoxalement, alors qu'on voudrait stigmatiser le terrorisme par l'entremise de celui qui est là et qui parfois décide de se taire, d'autres fois décide de parler, c'est lui qui gouverne l'audience. C'est lui qui dit tiens, ah ben là j'accepte de dire quelques mots. Et malheureusement, il est parfois flatté par des parties au procès qui font de ce procès massif une affaire purement narcissique. Je n'ai pas toujours été emballé, parlons net, par les interrogations et l'ironie du président. J'ai été encore moins ébloui parfois par des avocats des parties civiles qui, pour donner l'impression de tomber dans une empathie et une compassion à l'égard de l'accusé, en faisaient des tonnes. Est-ce qu'on est obligé, tout en respectant sa présomption d'innocence, si on veut bien y croire encore, eh bien, est-ce qu'on est obligé de faire une telle surenchère dans la compassion, la miséricorde, se pencher avec tant de vigilance et de douceur sur un accusé dont je ne parviens pas à comprendre comment il peut convaincre s'il dit que c'est lui qui a cherché à éviter le pire. Donc vous voyez, Bruno, totalement d'accord avec vous, mais comprenez bien
ce que vous vivez là avec ce procès-là, je l'ai vécu dans beaucoup de procès, et plus exactement, je le vis en tant que citoyen avec beaucoup de procès ordinaires, criminels, graves, mais où on voit très clairement que la grande faiblesse des parties civiles, des familles de victimes, encore récemment, c'est de croire qu'un accusé est destiné dans la vie judiciaire à leur faire plaisir. Un accusé, la plupart du temps, j'ai eu des exemples dans ma tête qui sont fréquents, un accusé n'a pas envie de dire la vérité que les parties civiles souhaitent. Un accusé, la plupart du temps, n'a pas envie, lorsque la partie civile vient lui dire « je veux faire mon deuil », l'accusé, la plupart du temps, se moque complètement du désir de thérapeutique et donc, au contraire, avec une forme de sadisme, est même prêt à retenir tout ce qu'il pourrait dire. Et donc, c'est une absurdité que les médias cultivent lorsqu'ils écrivent la veille d'une audience importante. Ah, peut-être qu'enfin l'accusé dira tout. Mais il ne dit rien. La plupart du temps, c'est un homme, rarement une femme, un homme qui ne veut pas complaire à la douleur collective qu'il a créée. Deuxième élément, et là, ça vient à sa décharge, je suis persuadé qu'il y a des accusés qui ne savent pas exactement qui ils sont. Au moment précis où ils accomplissent le pire, on peut dire qu'ils ne sont pas capables de discerner très exactement ce qui a fait d'eux les criminels pardon, qui vont être jugés. Voilà. On a constaté au cours des différents procès terroristes, et dans celui-ci aussi bien que dans les autres, qu'il est extrêmement difficile en fait de séparer la responsabilité d'un terroriste en particulier de l'ensemble du groupe auquel il appartient. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement on assiste à une dilution de la responsabilité individuelle au sein d'une pseudo-responsabilité collective? Alors là, mon cher Bruno, excellente interrogation, mais je vais être précisément en désaccord avec vous pour une raison très simple. Et là, il y a le terrorisme, bien sûr, mais il y a les transgressions collectives qui, dans les cités ou ailleurs, à Nice, que sais-je, à Paris, en Seine-Saint-Denis, partout en France, j'en ai assez qu'on parle des cités comme si les transgressions, les agressions collectives ne se déroulaient qu'en Seine-Saint-Denis. La France, plus aucun coin de la France n'est épargné. Alors je veux dire, ça n'est peut-être pas aussi grave, je n'en sais rien, mais qu'on arrête de laisser croire que le trafic de drogue n'existe qu'en Seine-Saint-Denis et qu'en réalité la France profonde est complètement épargnée. Et je viens directement à votre question. Je dirais que précisément le problème d'aujourd'hui, c'est que lorsque, par exemple, une bande de mineurs ou de majeurs et de mineurs, ou de mineurs agissant seuls, non accompagnés, décident de perpétrer le pire, les vols, les violences, les viols, et que, par exemple, nous avons, je ne parle pas des manifestations, Black Bloc et tout ça, je parle de cette propension d'aujourd'hui à mettre en œuvre de plus en plus, et c'est vrai pour le terrorisme, comme pour l'autre délinquance et criminalité, des groupes, des collectifs. Eh bien, ces groupes et ces collectifs, aujourd'hui, échappent forcément à toute répression pour une raison simple, c'est que précisément, il est impossible, si on reste dans l'administration de la preuve individuelle, de démontrer que dans ces 20 personnes qui ont commis le pire, eh bien, c'est Dupont, Durand, Mohamed qui l'a commis et qu'on pourrait le démontrer. La seule manière de permettre à la police et à la justice de fonctionner efficacement, à mon avis, mais on n'en est pas là, je le dis tout net, ce serait de considérer que tous ceux qui participent à une entreprise collective
de violence, d'agression sur qui que ce soit, eh bien, sont d'une certaine manière co-auteurs des crimes ou des délits. Et alors, en ce qui me concerne, je ne serais pas choqué si lorsque, par exemple, on a ici ou là 8-10 personnes, jeunes ou moins jeunes, qui parviennent à être interpellées après les agressions, eh bien qu'on les considère co-auteurs de l'ensemble de ce qui a été accompli, tout simplement parce que c'est vrai, ils sont présents, ils acquiescent, ils adhèrent au projet criminel et délictuel, et d'autre part, si on cherche les preuves individuelles, elles sont impossibles à donner. Et donc, je crois qu'au contraire, Bruno, mais là aussi, je me sens très minoritaire, hein, c'est clair, je pense qu'il y a une administration de la preuve en France qui est infirme, de la même manière qu'on a un processus de l'individualisation des peines qui est plus néfaste que positif. Mais là, bon... Alors justement, sur les peines, tout procès aboutit à la prononciation d'un jugement. Dans le cas d'un procès terroriste, il est évident que le jugement en question sera une peine de prison plus ou moins importante. Est-ce que finalement, cette peine de prison se justifie-t-elle ou est-elle valable en ce qui concerne des terroristes qui sont déjà eux-mêmes dans un état d'enfermement mental au sein d'une idéologie dans lequel la notion de liberté n'a pas de sens? Bref, condamner un terroriste à la prison, est-ce que ça a un sens ou non? Est-ce que, à cet égard, notre système judiciaire est-il véritablement efficace, opératoire ou non? Ça ne me choque pas, Bruno, d'ajouter à l'enfermement mental du terroriste l'enfermement pénitentiaire. Mais je vois bien la portée de votre question. Le gros problème de notre système pénal, c'est évidemment la faillite absolue de l'exécution des peines. Et comme c'est le problème central, on s'occupe de tous les autres, sauf de celui-là. Alors que je suis persuadé qu'un garde des Sceaux, il faut arrêter de parler de surpopulation pénale. Je veux dire, la surpopulation pénale n'existe que parce que des promesses pénitentiaires n'ont pas été tenues. Notamment, rappelez-vous, lors du premier quinquennat Macron, il avait promis des constructions de places de prison. Il y en a eu 1500 qui ont été construites. Donc la surpopulation doit être appréhendée non pas par rapport au parc existant, mais par rapport à ce qu'exigerait la lutte contre la délinquance et la criminalité si nous avions l'univers pénitentiaire que les transgressions imposent. Je veux dire, demain on construit 20 000 à 30 000 places d'enfermement, elles seront remplies, et pas parce que, comme le dit le syndicat de la magistrature, que les magistrats sont des obsédés de l'enfermement. Je les trouve en général trop laxistes en ce qui me concerne. Mais tout simplement parce que, eh bien, la criminalité, la délinquance pourrait justifier qu'on mette davantage en prison, notamment de manière provisoire, qu'on ne le fait. Et ça, c'est très important pour les médias. À chaque fois, la surpopulation, c'est parce qu'on a un certain niveau, aujourd'hui 70 000, dont peut-être 30% à titre provisoire, mais ça ne me fait pas pleurer par rapport à ce que mériterait la criminalité, la délinquance ordinaire. Il faut construire des places de prison et surtout, cesser de croire que la prison est remplaçable. Je vais dire par là, je ne suis pas un obsédé de la prison. Je sais que ça représente un mal nécessaire. Je sais que ça ne doit pas être l'horizon indépassable de la justice française. Mais on ne pourra pas remplacer aisément, comme on le prétend, comme Emmanuel Macron l'a cru, en supprimant les peines d'un mois d'emprisonnement. Il y a des délits
Et évidemment, il y a des crimes qui ne peuvent être réprimés que par l'emprisonnement, l'incarcération délictuelle ou criminelle. Ça ne veut pas dire que par ailleurs, il ne faut pas mettre en œuvre tout l'éventail, tout l'inventaire des peines, ça peut faire plaisir, alternatives. Éventuellement même donner une sucette au jeune mineur qui a volé dans un prix unique. On peut même à la limite le caresser et lui dire ne recommence pas. Mais ça doit être le bas du bas. Le reste, on a un éventail de peines qui est extrêmement large, tout à fait vaste, très sophistiqué, et il ne deviendrait terriblement efficace que si nous avions en même temps un système d'exécution des peines cohérent et efficace. Il n'est pas normal que vous ayez 100 000 peines qui soient non exécutées. Enfin, franchement, je suis garde des Sceaux, je m'intéresse d'abord aux prisons, je veille à ce qu'il n'y ait pas 2000 détenus qui dorment sur des matelas dans les prisons au lieu de pleurnicher pour le reste sur des conditions parfois indécentes, mais qui n'ont rien à voir avec celles que je viens de décrire. Et puis, je veille à faire exécuter les peines qui sont prononcées. Et malheureusement, la droite comme la gauche ont mis au point un système pervers qui consiste à édicter des peines apparemment sévères, mais à faire tout pour qu'elles ne soient pas exécutées. Quand vous pensez qu'un prévenu en correctionnel peut être condamné à 1 an d'emprisonnement, mais que après il peut sortir, on peut immédiatement aménager sa peine. Autrement dit, un tribunal correctionnel rend une décision, rend un jugement, et immédiatement on peut l'aménager. Alors, quelle autorité a la juridiction qui rend une décision qui peut être immédiatement aménagée après? C'est vrai pour les politiques, on a connu les affaires Sarkozy, Fillon et autres, et c'est vrai pour la délinquance ordinaire. Donc, il y a une étrange schizophrénie dans l'esprit public français, national, entre une apparence de rigueur, une volonté réaffirmée de sévérité, et derrière, la tentation de faire sans arrêt des aménagements qui vont atténuer le poids de cette rigueur. Très bien. Dernier point, dernière question, cher Philippe. La raison d'être du système judiciaire, ce n'est pas seulement ou pas tant la sanction d'un coupable que la protection de la société, si vous en êtes d'accord. Il existe aujourd'hui à peu près 450 coupables de terrorisme dans nos prisons et 650 radicalisés. Un jour ou l'autre, ces personnes qui sont emprisonnées vont sortir de prison. J'ai interrogé ici un précédent débatteur qui avait procédé justement a mis en œuvre une politique de déradicalisation dans les prisons françaises avec de gros moyens fournis par la communauté économique européenne. Et il nous disait que ce programme de déradicalisation se soldait par des résultats généralement négatifs. Que vont devenir ces condamnés pour radicalisme idéologique, pour salafisme? Que vont devenir ces terroristes une fois qu'ils seront sortis de prison? Il est peu probable qu'ils se seront convertis à la démocratie, peu probable qu'ils seront convertis aux droits de l'homme. Comment la société peut-elle continuer à assurer sa protection face à ces dangers virtuels? Vous avez raison, la déradicalisation et ceux qui sont chargés d'y procéder sont les premiers à faire ce constat, ne sert à peu près à rien. Pour la simple raison que j'évoquais tout à l'heure, ce sont des êtres qui ont été pris, qui ont été condamnés, mais dont je ne suis pas persuadé qu'ils regrettent une seconde ce qui les avait conduits, entraînés en prison. Il peut y avoir des miracles, entendons-nous. Il ne faut pas, lorsqu'on parle de terrorisme,
considérer que toutes les affaires sont de même niveau. Il y a des petites mains du terrorisme comme il y a des gravissimes responsables du terrorisme quand ils sont encore vivants. Mais en général, il est à peu près certain que on ne pourra pas extirper de la tête de ces personnes libérées, même pas l'envie de recommencer, mais au moins la certitude qu'ils ont été condamnés pour des infractions qui, d'une définitive, étaient leur honneur d'islamistes. Je veux dire par là que qu'est-ce qu'on va en faire? Rappelez-vous les controverses il y a quelques années sur la rétention de sûreté. C'était des criminels qui avaient purgé leur peine et dont on souhaitait qu'après, à la suite d'une appréhension psychiatrique et d'une révision chaque année, on vérifie si on avait le droit de les faire sortir. C'est-à-dire on remplaçait l'exécution de la peine par l'appréhension de la sûreté. Alors évidemment, il y a une levée de bouclier contre cette rétention de sûreté parce qu'on considérait que c'était condamner 2 fois quelqu'un qui l'avait déjà été judiciairement et qu'on allait garder, même pas en prison, mais dans un lieu de sûreté. Ça ne faisait pas une grosse différence avant de le laisser sortir si une commission décidait de sa possible libération. Et pour les terroristes, c'est pareil. Ils vont sortir. À un moment donné, il y aura peut-être des processus de vigilance et de surveillance, mais seront-ils efficaces? Et je ne suis pas persuadé que ça va profondément aboutir à des résultats qui protégeront notre société. J'ajoute, si vous me permettez, encore une fois une allusion à la criminalité ordinaire. J'ai connu un certain nombre d'affaires où l'accusé était libéré, on lui a imposé un certain nombre d'obligations. Il devait se présenter devant telle autorité, suivre tel traitement, accepter une injonction de soins. Et c'était extraordinaire, parce que j'ai bien connu une dizaine d'affaires comme ça. Ces êtres-là sortaient, ils respectaient apparemment les contrôles, les injonctions, mais dans les intervalles de cette surveillance, de nouveau, ils étaient victimes, en quelque sorte, d'eux-mêmes. C'est surtout vrai en matière de criminalité sexuelle. Et alors que derrière l'apparence, tout était réglé, ils recommençaient. Ils recommençaient comme si, malgré l'importance du contrôle, ils ne pouvaient pas être maîtres de pulsions qui les conduisaient à nouveau à porter atteinte à la société et à autrui.